le cours de l'exposé et on va passer ensuite au débat, aux discussions générales. Mais auparavant, je voudrais juste expliquer le sens de la présence de nos frères à nos côtés aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que le combat pour la dignité de l'homme africain est un combat qui se mène en Afrique, où chaque jour, les Africains sont privés de leur souveraineté. Les Africains sont privés de leur liberté. Les Africains sont privés de leur dignité. Les Africains sont même privés de leur humanité. Et depuis plusieurs années, l'Afrique est dirigée, il y a 54 pays aujourd'hui reconnus, mais depuis plusieurs années, l'Afrique est dirigée par des hommes qui n'ont pas la même vibration que leur peuple, qui ne sont pas en symbiose avec leur peuple. Et on a généralisé, si vous voulez, le règne de ces potentats partout en Afrique. Pour des raisons qui sont essentiellement des raisons liées aux nécessités de l'exploitation de l'Afrique. En se servant des Africains comme acteurs de cette exploitation. Ce phénomène s'appelle la recolonisation. Donc, si la forteresse qu'est la Côte d'Ivoire, je vous explique donc pourquoi les patriotes panafricains se sont engagés dans ce combat. Pourquoi il n'est pas possible de rester sur la touche et de regarder. C'est ça qui explique pourquoi, depuis longtemps, nous sommes aux côtés de nos frères. Donc, je viens de dire que si la Côte d'Ivoire bascule dans la nuit de la recolonisation, comme un effet domino, tous les autres pays africains vont tomber. Oui. D'ailleurs, c'est même pour ça que pour eux, c'est le laboratoire. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement que Gbagbo a été déporté à la haine. C'est la recolonisation. C'est-à-dire, c'est l'expérimentation de la recolonisation. Demain, on pourra dire, les institutions juridiques d'un pays déclarent que celui-ci est vainqueur, mais nous refusons et nous bombardons. Et les Africains acceptent. Voilà. Donc si nous acceptons l'inacceptable en Côte d'Ivoire, l'inacceptable va se généraliser partout. Donc, ces trois personnes, je vais vous dire pourquoi moi je les ai invitées maintenant et je leur donne la parole. Zak Krasso. Bon, Zak Krasso, c'est un des premiers à avoir fait la jonction avec les Kénites. Il y a longtemps, quand en 2004 déjà il y a eu les bombardements, nous avons refusé cette logique-là. Et nous avons dit que nous soutenions le combat des jeunes panafricanistes de Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que le frère de combat Charles Blé Goudé a demandé à son lieutenant Zak Krasso d'entrer en contact avec les panafricanistes pour voir dans quelle mesure les autres Africains n'accepteront pas qu'on humilie l'homme noir encore au XXIe siècle. C'est ça. Donc Zak Krasso avait cette mission-là. Et il l'a menée à bien. Même si c'est heurté parfois à un certain nombre de phénomènes. Hein? Il a dû rencontrer un phénomène qui s'appelait Kémy Séba. Bon, mais il a surmonté ça. Bon, voilà, pas grave. Maintenant, je vais citer le frère Abel Naki. Pourquoi? Parce que moi, Abel Naki, moi je l'ai connu. Quand je dis connu, ça veut dire nous nous sommes intéressés à son parcours. À partir du moment où les frères ont dit, nous allons
mobiliser tous les panafricains et tous les Ivoiriens autour de la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et il a pris la tête de ce processus. Hein, ils étaient un certain nombre, mais c'était l'élément le plus charismatique qui sortait du lot. Donc, à ce titre, j'ai été amené à dire que vraiment notre soutien lui était acquis. Mais ne perdez jamais de vue que quand je parle de Zak Crasso, je parle d'Abel Napi, je ne parle pas d'individus isolés. Je parle de tout un mouvement dont la base n'est pas ici sur cette table, qui sont souvent nos mamans, les femmes qui mettent les moyens, d'accord, et les jeunes qui mettent les moyens. Donc c'est à ce titre qu'ils sont là. Bon, maintenant, il y a un frère que j'ai découvert après. Voilà, que j'ai découvert après. Et lui, je ne savais même pas quel était son positionnement. Mais après, j'ai vu qu'il était aussi de la mouvance de souverainistes qui voulaient la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et il a d'autant plus de mérite qu'il n'était pas encarté dans le parti de Gbagbo. Donc ce n'est pas un réflexe patriotique et panafricain qu'il a rejoint, si vous voulez, le mouvement, et qu'il en est devenu même un des porte-parole les plus cohérents. Puisque récemment, quand il y a eu les tueries massives à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a attiré notre attention sur les enjeux qu'il y avait derrière. C'est-à-dire le problème du foncier rural et le problème de la naturalisation. Donc ces trois-là, ils ont dit, ils ont souhaité être aux côtés des panafricains que vous êtes, pour vous remercier déjà du soutien que vous leur avez apporté depuis. Et donc, vraiment, je vous demande de les applaudir. Donc, c'est Franck Lité, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un... En tout cas, il maîtrise la problématique de la lutte pour la décolonisation de la Côte d'Ivoire. Il maîtrise tous les enjeux. Voilà. Maintenant, je dis que moi, j'ai été compagnon de route de tous ces frères. Je continue à participer à leurs manifestations. D'accord? J'étais au sommet du COGEP. J'étais aux réunions du CRI panafricain. Je le suis toujours. Et quand il y a eu la manifestation contre le génocide des Ouai, j'étais présent. Voilà. Donc je passe maintenant la parole à Zak Crasso pour son message. Ensuite, ce sera le frère Abel Napi. Et enfin, nous allons finir avec le frère Franck. Voilà. Donc Zak Crasso a la parole. Merci, professeur. Je voudrais saluer la famille Kémite, les frères africains, les panafricains. En venant tout à l'heure, j'avais un peu peur de me retrouver dans un monde qui a beaucoup d'exigences, puisque pour le connaître, il faut le fréquenter régulièrement. Et comme je sens qu'à mes côtés, j'aurai professeur Gomez, je me suis rassuré en tout cas que ce monde-là, c'est ma famille. Donc je suis rassuré, je suis dans ma famille. Je voudrais sincèrement vous remercier du combat que vous faites, que nous faisons pour la dignité africaine. Comme l'a dit le professeur, il y a un moment, j'ai participé à plusieurs réunions avec donc le frère Kémy Séba. Et après, voilà, chacun a pris sa route. Parce que, comme je l'ai dit, la lutte, elle est multiforme, pourvu qu'on poursuive le même combat. Nous sommes venus apporter notre soutien donc, au combat commun que nous faisons. Et je pense que c'est mérité. Professeur Gomez et beaucoup parmi vous ont toujours soutenu la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, mais avant tout, je suis africain. Fier de sa peau noire. Et partant, si la Côte d'Ivoire est agressée,
et que nous ne faisons rien, comme ça se passe actuellement, mais pas seulement la Côte d'Ivoire. Nous voyons cette récolonisation qui est en cours dans toute l'Afrique. Même dans l'Afrique blanche, je vais parler du Maghreb, la Libye, vous avez en tête ce qui s'est passé en Libye. Si nous ne faisons rien, nous risquons de gâcher la vie, notre vie et la vie future de l'Afrique, c'est-à-dire celle de nos descendants. Alors c'est un devoir pour nous, en tout cas de s'opposer par les moyens que nous avons à cette vision mondialiste. On nous a parlé de la mondialisation et on voit les effets de cette mondialisation, en tout cas qui ne nous concerne pas. On voit bien que cette mondialisation, pour l'expliquer à notre vue, c'est nous imposer des règles de vie, mais qu'on ne veut pas accepter, puisque nous sommes dans une génération qui aujourd'hui est à même de parler d'égal à égal avec nos frères de tout pays. Nous avons fait les mêmes études. Nous sommes une génération, comme le disait encore un frère kémite, mais qui n'est pas trop dans la famille, Claudicia, nous sommes la génération consciente. Il faut que nous assumons notre devoir. C'est pour cela que depuis l'agression de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous sommes dans la rue, mais nous ne nous battons pas pour Laurent Gbagbo seul. Nous ne nous battons pas pour la Côte d'Ivoire seule. Et des mouvements qui sont nés dans cette crise et bien avant ont des dénominations qui ne se limitent pas à la Côte d'Ivoire. Je représente le COJEP de Charles Blé Goudé. Et le COJEP veut dire Congrès panafricain des jeunes et patriotes. Vous voyez. Le camarade Abel Naki est le président fondateur du CRI panafricain. Donc, à tout moment, le panafricanisme domine, est l'élément prédominant de notre lutte. Et nous en sommes fiers. Donc, c'est ce combat que nous faisons. Et la jonction de ce combat, c'est là qu'on le retrouve. En tout cas, dans cette maison, dans cette assemblée. Parce que c'est bien beau de se retrouver entre Ivoiriens, avec quelques Béninois, Togolais, Camerounais et autres. C'est bien beau de se retrouver dans une manifestation togolaise avec quelques Ivoiriens, quelques Sénégalais, quelques Béninois, tout et tout. Mais il faut qu'on se retrouve dans une maison où toutes ces sensibilités, toutes ces communautés puissent parler de l'avenir de leur pays, de leur destin. Et je ne vais pas être long, mais j'ai vraiment un grand plaisir de me retrouver là. Et je pense que dans les prochains jours, vous me verrez beaucoup plus assidu. Parce que ce combat, il faut qu'on le mène ensemble. Je voudrais vraiment remercier la disponibilité constante du professeur Gomez. Je vous l'avoue, ce n'est pas parce qu'il est là, mais nous avons de l'estime pour lui, parce qu'il est dans le combat que nous avons tous en vue, le combat pour grandir notre pays, notre continent, pardon, mais oui, un pays, parce qu'il faut qu'on le réduise à un pays d'Afrique. Nous le remercions, nous vous remercions aussi, soyons mobilisés, soyons ensemble, soyons unis, et soyons solidaires. Je voudrais vous remercier. La parole est à Abel Naki. Je voudrais vous saluer. Je suis très content d'être présent ici, surtout quand c'est à une invitation du professeur Gomez. J'apprécie toujours la façon par laquelle
le professeur Gomez enseigne la nouvelle génération que nous sommes. Et c'est très important pour nous. Il faut que nous soyons informés. Il faut que nous soyons formés. Et il faut que nous soyons cultivés sur ce qui s'est passé il y a des années en arrière en Afrique et sur ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est pour cela que ces réunions sont à encourager. Et il faut qu'on mette tous les moyens pour que le professeur Gomez arrive un jour à mettre en place ici à Paris une université panafricaine pour nous enseigner. Chers camarades, la Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée. Et le professeur l'a dit. L'Afrique est en train d'être recolonisée. Et nous avons refusé cet état de choses. Parce que ceux qui sont, quand je regarde mon âge, je pense que ce sont mes arrière-grands-parents qui ont vécu la colonisation. Ils ont accepté cette colonisation. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui ne les dérange pas du tout. Parce qu'ils ont connu ces choses. Et de surcroît, ce sont eux qui sont encore au pouvoir. Donc, ça ne les dérange pas. Quand je prends Henri Konan Bédié, qui a 78 ans, il a vécu la colonisation. Il avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Il sait ce que c'est que la colonisation. Les bombardements et les agressions, il les connaît. Donc ça ne lui dit rien si ça arrive à la Côte d'Ivoire. Quand je prends Denis Sassou Nguesso, ou bien quand je prends Paul Biya, ils connaissent ces choses, donc ça ne les dérange pas. Or, nous sommes la génération qui n'a pas vu ces choses et qui ne les a pas connues. Et donc nous disons non, parce que c'est un nouveau phénomène. Et si nous faisons comme nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et nous acceptons la recolonisation, nous aurons tué l'Afrique, comme l'a dit Zab Krasso, et nous aurons tué nos enfants. Donc nous devons dire stop. Et c'est ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le professeur Gomez a parlé de laboratoire. Si on réussit en Côte d'Ivoire, on réussira au Togo, parce que ça chauffe au Togo actuellement. On va réussir au Togo, on va réussir au Cameroun, on va réussir au Congo et dans tous les autres pays. En tout cas, je vous remercie et Zap, on va être assidus pour se former avec le professeur Gomez. On puisse représenter dignement l'Afrique comme Benito Sylvain qui est allé en Éthiopie, il s'est installé et il a créé le mouvement en Éthiopie. Mission nous est donnée pour que nos mouvements soient représentés en Afrique. Je vous remercie. Ben, bonsoir d'abord. Hein. Et pour moi, tout l'honneur est pour moi de me retrouver à cette table. Hein. C'est le professeur Gogovi, comme il disait, je ne le connaissais pas. On s'est croisés à La Haye. Ben, nous, on venait d'Afrique, parce que bon, moi, je vis entre Abidjan et Paris, mais j'étais plus à Abidjan. J'étais aux côtés du vieux là-bas, celui qu'on appelle le vieux, c'est le président Babo, jusqu'à ce que les choses explosent et que nous prenions la route. Mais c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il fait les choses avec amour, et on sent qu'il a vraiment envie de porter quelque chose. Il ne veut pas partir comme ça, c'est-à-dire sans laisser de traces. Donc, professeur, moi je voudrais vous dire que vous pouvez être rassuré sur la suite du combat. Pourquoi? Parce que cette génération qui est là, qui est la mienne, nous sommes la première génération de citadins africains. Pour la plupart, nos parents sont nés à la campagne. Moi, mon père est né sur une feuille de bananier. Moi, je suis né dans une clinique. Donc, vous voyez un peu le décalage. Nous sommes aussi cette génération qui a voyagé à travers le monde. Partout où vous irez, vous trouverez notre génération. Nous sommes cette génération qui ne cultive pas en elle des sentiments d'exclusion. C'est-à-dire, toi, tu es ceci ou cela. Mais tout cela fait de nous la génération consciente de l'Afrique. Et cette génération, notre premier objectif, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? Souveraineté
diplomatique, souveraineté culturelle, souveraineté économique et souveraineté militaire. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo Laurent qui l'incarnait le mieux et il continue d'incarner cette volonté de souveraineté. C'est ça qui a motivé notre engagement aux côtés du président Gbagbo. Il a pu dire, je n'appartiens pas à la famille du président Gbagbo. Je suis un enfant du PDCI, qui est incarné par d'autres que je ne citerai pas le nom. Mais j'ai fait un choix. Ce n'était pas le choix pour un homme. Parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes au secours du président Gbagbo. Non, le président Gbagbo, rien ne va lui arriver. Il ne lui arrivera rien, là il se repose. Nous avons été au chevet de l'État ivoirien. Parce que c'est l'État qui était en danger. Et si nous sommes conscients que l'État c'est nous-mêmes, on ne peut pas accepter des atteintes à la sûreté de l'État. Parce que quand il y a une atteinte à la sûreté de l'État, c'est nous qui prenons les coups. Rarement on voit les présidents mourir. Hein. Quand il y a des atteintes à la sûreté de l'État, mais les populations, c'est elles qui souffrent. Et pour revenir sur le combat du professeur Gogovi, nous faisons un combat aussi pour la souveraineté économique et monétaire. Parce que quand on a le CFA, par exemple, on ne peut pas espérer se développer. C'est très compliqué. Voilà pourquoi le président Gbagbo Laurent était dans un autre schéma. Et ce schéma a beaucoup fatigué. Parce qu'il était pour une souveraineté monétaire, une souveraineté militaire. C'est la première fois en Afrique où un pays a osé voter une loi de programmation militaire. En 2000. Bon, ça a coûté à la Côte d'Ivoire ce que ça nous a coûté. Nous avons fait ce combat, ce n'est pas pour un homme. Aujourd'hui, moi, je me déplace un peu partout, je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de gens, mais je comprends que la génération qui est la nôtre est celle-là même qui va libérer l'Afrique. Parce que nous sommes partout. On est allé partout, on va partout et nous sommes là. Donc c'est très compliqué. Et professeur, vraiment, moi je suis très honoré de me retrouver à l'étape pareille, où il est porté un enseignement surtout sur la démarche à suivre pour aboutir. Parce que c'est une question de schéma mental. C'est le schéma mental qui va nous amener là où on veut arriver. Ce n'est pas avec les petits slogans et tout ça. Il y a un schéma. Et ce schéma, ça commence par ce que le professeur Gogovi fait. C'est-à-dire l'enseignement. Il faut enseigner. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous vivons ça. Et comment faire pour ne plus vivre ça. C'est ce schéma-là qui nous a coûté des bombes en Côte d'Ivoire. Parce que nous disons, nous ne sommes plus d'accord avec ça. Comment faire pour ne plus que ça marche. Dès l'instant où on parle de ça, on te traite de xénophobe, de nationaliste. Est-ce que être nationaliste est un tort? Mais tout le monde peut aimer sa nation. Est-ce que être patriote c'est une agression? Ici, les Guimauquets et tout, ce sont les patriotes qui sont célébrés. Mais nous, on nous tue. Des patriotes comme nous, on ne veut même pas les voir. On trouve que nous sommes des pro-ceci ou des pro-cela. Mais en France, il y a eu l'élection présidentielle. Je n'ai pas entendu les pro-Sarkozy ni les pro-Hollande. On parlait des sympathisants et militants. Mais nous aussi, nous sommes des sympathisants et militants. Nous ne sommes pas des pros, parce que dès qu'on met pro, on parle de fanatisme. Donc déjà, on vous catalogue. C'est pour ça que moi, je ne suis un pro de rien. Je suis un panafricain. Je suis un Ivoirien, je fais le combat pour la Côte d'Ivoire, en particulier pour la Côte d'Ivoire, en particulier pour l'Afrique. Donc c'est ça qui nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, et puis surtout l'honnêteté intellectuelle. Il faut avoir l'honnêteté. Il ne faut pas être comme nos doyens. Parce que nos doyens, ils sont honnêtes qu'avec les billets. Donc il ne faut pas être comme eux, il faut regarder devant, et puis se dire, qu'allons-nous laisser? Qu'est-ce qu'on laisse? On a tous des enfants. Moi, j'aimerais bien que mes enfants arrivent en Afrique et qu'ils se baladent là-bas tranquille. Mon fils est à Abidjan et quand il est sorti de là-bas, il est là comme ça, là, bon, vous voyez, il entend que des bruits de bombes, des trucs comme ça, et après, c'est ce qu'il répète. Bon, ça, c'est dommage pour l'Afrique. Et avec ce que le professeur Gogovi enseigne, si beaucoup de gens l'écoutent, font attention à ce qu'il dit, je crois que le message pourrait être diffusé parce que chacun de nous est porteur du message. Chacun de nous, nous sommes tous les ambassadeurs du panafricanisme. Chacun doit le porter partout où il est. Nous devons dire ce qui se passe et ce qu'il faut pour l'Afrique. Parce que nous espérons à une Afrique digne, une Afrique juste, une Afrique en paix et une Afrique prospère. C'est ça notre engagement. Je vous remercie. Voilà, donc, vous avez entendu les frères qui sont aujourd'hui les porte-paroles et les principaux acteurs de ce mouvement de résistance. Bon, pour moi, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le laboratoire, c'est
la locomotive qui guide le reste. Parce que s'il n'y a pas une locomotive, les wagons ne peuvent pas s'aligner. Vous voyez? Et donc, quelque part, c'est ça qui se joue. Bon, nous voyons les aspects tragiques, les morts, parce qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait des morts en Côte d'Ivoire. Et il y a les morts qui sont médiatisés et les morts dont on ne parle pas. Vous voyez? Et je prendrai 3 exemples pour montrer que le combat avance et que la victoire est proche. Paradoxalement. Donc, je suis un optimiste réaliste. Le premier exemple, c'est que nous avons tous suivi l'actualité et nous avons appris de la bouche d'un ministre d'État que Abel Naki avait fait un coup d'État. Puisqu'il était en contact avec celui qui est suspecté d'avoir coordonné l'attaque d'Akwedo, de la garnison d'Akwedo. Au départ, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que c'est le même Abel Naki qu'on voit là, dans la caravane de la liberté, et à La Haye, et tout ça. Mais le ministre a dit, dans son allocution, une phrase très importante. Il n'a pas dit seulement Abel Naki. Il a dit, un de ceux qui coordonnent les manifestations de La Haye. Donc le problème, c'est qu'ils sont gênés par ça. Vous voyez? Parce que c'est la première fois que Charles Taylor a été détenu dans le même centre. Mais vous n'avez jamais vu des gens venir par milliers dire « Nous voulons que Charles Taylor soit libéré. » Parce qu'il est innocent. Vous voyez? Le monde entier voit qu'il n'y a que le seul dictateur de la terre pour qui les victimes éprouvent une nostalgie au point de prendre des bus la nuit pour aller l'inviter à revenir pour exercer la dictature. Vous voyez? Donc déjà ça, c'est inédit. Donc je crois que ça incite à l'optimisme. D'accord? Donc parce qu'ils ne peuvent pas garder Gbagbo. À l'heure où nous parlons, la signification que nous donnons au report successif de l'audience, c'est qu'ils veulent trouver une solution politique honorable, mais une solution politique qui serait synonyme pour eux, d'accord, de la mise à l'écart de Gbagbo du jeu politique. C'est ça qu'ils cherchent. Vous voyez? Bien. Mais cette solution, ils ne peuvent pas la trouver. Parce que le problème, ce n'est pas Gbagbo. Le problème sont des millions de patriotes panafricains et ivoiriens qui ne veulent plus du néocolonialisme. C'est ça le problème. Donc ce problème-là, il va falloir le résoudre, Gbagbo ou pas Gbagbo. Bon, mais ils vont le laisser parce que c'est une arête dans leur gorge, ils ont du mal à avaler, ils ne mangent pas bien, et ils vont nous le livrer. Et c'est à ce moment maintenant que nous allons mener le deuxième combat qui est le plus important, c'est-à-dire la réhabilitation des institutions souveraines de la Côte d'Ivoire. Et ce combat-là sera déterminant. Bien. La deuxième raison qui incite à l'optimisme, c'est que un des responsables de l'Union européenne a dit une phrase. Il a dit, après avoir vu 2000 personnes mobilisées à La Haye, alors que l'audience a été reportée, il a dit, il est regrettable que nous n'ayons pas compris la nécessité de recompter les voix. Écoutez-moi bien. Car nous revenons à la case départ. À savoir qu'il y a eu tous ces morts pour établir un constat final, c'est que la clé de la normalisation et de la réconciliation de la Côte d'Ivoire est détenue par Gbagbo. Donc celui que vous mettez en prison, il a la clé de la normalisation et de la recolonisation. Ça veut dire que si vous voulez empêcher la normalisation et la recolonisation, mettez-les en prison. Donc, nous sommes optimistes.
effectivement, personne en Côte d'Ivoire ne peut vaquer sereinement à ses occupations si la situation est celle-là. Situation sécuritaire catastrophique, alarmante, tout ça. Donc, voilà la réalité. Puis le dernier point, c'est que les Français ont du mal maintenant à masquer, à cacher qui gouverne la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on parle de recolonisation, on dit que c'est un slogan idéologique. Mais aujourd'hui, nous savons les hommes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Hein? Philippe Séré-Eiffel, Claude Régla, tout leur groupe, c'est des Français qui dirigent la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont là, qui signent les dossiers, qui signent les documents, sont tout simplement des gens qui sont comme des commis, des préfets, et qui signent des actes administratifs. Mais toute la politique ivoirienne, toutes les stratégies sont conçues ici, à Paris, et par la France. C'est ça qu'on appelle la recolonisation. Donc même si on n'aime pas Gbagbo, même si on n'est pas de son parti, même si on n'est pas de son groupe ethnique, même si tout ça, la question posée est la suivante. Est-ce que nous sommes d'accord, après toutes les souffrances que le peuple noir a subies, est-ce que nous sommes d'accord qu'on vienne en Afrique réduire un État à cet état de domination, d'accord, au XXIe siècle? Est-ce que nous sommes d'accord? Eh bien, non. Ceux qui répondent non, ceux-là, nous les appelons les résistants. Ceux qui disent oui, ça ne nous gêne pas, qu'on vienne prendre les ressources de l'Afrique, qu'on décide des priorités de l'Afrique en Occident, à plusieurs milliers de kilomètres, etc. Ceux-là, nous les appelons les collaborateurs. Il n'y aura pas un troisième camp. Il y a le camp des résistants, le camp des collaborateurs. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons avec nos frères ivoiriens? Parce que nous voulons maintenant que la majorité des Africains rejoignent le camp de la résistance. La majorité des Africains rejoignent le camp de la résistance. Et le temps nous est compté. Il n'y a plus beaucoup de temps. C'est maintenant qu'il faut rejoindre le camp de la résistance. Donc que vous soyez Congolais, que vous soyez Togolais, que vous soyez Béninois, que vous soyez tout ce que vous voulez, sachez qu'aujourd'hui, l'idéal panafricain, le combat panafricain, se mène en Côte d'Ivoire, au Congo, RD Congo, et dans tous ces pays où ça va mal. Mais la Côte d'Ivoire est la locomotive. Le monde entier guette notre génération. Est-ce que nous pouvons relever ce défi ou nous ne pouvons pas? C'est pour ça que nous nous sommes engagés pour notre part, aux côtés de nos frères ivoiriens. Et cet engagement n'est pas un engagement, si vous voulez, conjoncturel. C'est un engagement qui n'est pas un engagement de circonstance. C'est un engagement jusqu'à l'issue du combat, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas un combat de vitesse, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin. Donc nous sommes aux côtés de Zap Krasso, nous sommes aux côtés du frère Abel Naki et de tous les autres. Et je tenais à les associer aujourd'hui à cette rencontre sur le panafricanisme, son inspiration, sa vision, son organisation, parce que je sais qu'ils sont avec nous et qu'ils vibrent à l'unisson avec les idéaux que nous portons. Voilà ce que je voulais dire. Et je les remercie d'être restés et vraiment pour la circonstance, parce que le temps... Voilà, merci beaucoup. Merci.